Communication par Romain Nicot de Lille. Évaluation du niveau de risque articulaire post-opératoire en chirurgie orthognatique. Suivi prospectif de corps. Bonjour à tous, donc, je me présente, je m'appelle Romain Nicot, je suis maître de conférence universitaire, praticien hospitalier au CHU de Lille, et je vais vous présenter ce travail prospectif de cohorte, une cohorte qui a maintenant un peu plus de 5 ans, avec un suivi à long terme. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une dysmorphose dentomaxillofaciale ou une malocclusion? C'est une disproportion des mâchoires qui aboutit à une anomalie de position des arcades dentaires qui touche 20 à 30% de la population générale. Dans cette sous-population, la prévalence des dysfonctionnements temporomandibulaires, des douleurs et des désordres internes de l'articulation temporomandibulaire est plus importante et arrive jusqu'à 25%. Le traitement de ces malocclusions et dysmorphoses dentosquelettiques, c'est le traitement orthodontico-chirurgical ou la chirurgie orthodontique dans un objectif qui est morphofonctionnel. Alors vous avez l'exemple ici de cette chirurgie orthodontique, ce repositionnement des bases osseuses avec un exemple qui est l'une des interventions qu'on peut réaliser en chirurgie orthodontique qui s'appelle une ostotomie sagittale bilatérale de mandibule, une intervention qui vise à séparer l'arcade dentaire de la portion ganglienne en la faisant coulisser de façon à restaurer un articulé dentaire. Alors l'une des questions qui se posent dans ce type de chirurgie, c'est s'il existe des facteurs de risque de complications articulaires post-opératoires. En d'autres termes, pourquoi un patient A et un patient B qui vont avoir exactement la même dysmorphose vont réagir différemment sur le plan fonctionnel avec certains patients développant des douleurs ou une aggravation des symptômes préexistants, tandis que d'autres non. Par ailleurs, il existe des résultats qui sont très hétérogènes sur le plan symptomatique, malgré un certain nombre de facteurs cliniques, biométriques ou chirurgicaux identiques chez les patients, suggérant une variabilité interindividuelle. Et donc, une part génétique dans cette variation de réponse au traitement. D'où cette deuxième question, existe-t-il des polymorphismes génétiques de gènes d'intérêt susceptibles d'influencer la symptomatologie post-chirurgicale? Pour ce faire, donc, on a élaboré une cohorte de 237 patients. Chacun de ces 237 patients devait être opéré d'une chirurgie orthodontique avec au moins une chirurgie de mandibule. Et vous voyez un certain nombre de données recueillies. En préopératoire, tous les patients ont bénéficié d'un examen avec un screening de ces douleurs et désordres internes de l'articulation temporomandibulaire avec des échelles standardisées dans la littérature. On recueillait également les parafonctions et dysfonctions orofaciales. Il s'agit d'un terme qui signifie les mésusages qu'on peut avoir au niveau de l'appareillement éducateur, par exemple le bruxisme nocturne, cette façon de serrer fort les dents, de grincer les dents. Tous les patients avaient bénéficié d'un bilan téléradiographique qui nous permettait de classer les anomalies faciales, d'un prélèvement salivaire dans un objectif de génotypage. Ensuite, lors de la phase chirurgicale, chez tous les patients, on colligeait le type d'ostéosynthèse et le type de mouvement mandibulaire. On réalisait également un prélèvement de muscles massétaires dans un objectif d'immunohistochimie, et chaque patient était suivi au long terme avec un premier temps à 1 an, où on recueillait un nouveau bilan téléradiographique et les données concernant les symptômes et désordres internes de l'articulation temporomandibulaire. Au niveau génétique, nous avons recueilli un certain nombre de polymorphismes génétiques d'un certain nombre de gènes d'intérêt dans le cadre des douleurs, de la minéralisation osseuse ou du déterminisme musculaire. Alors, je vais vous présenter différents résultats qui ont fait l'objet de différentes publications. Tout d'abord, au niveau de ces problèmes de parafonction et dysfonction orofaciale, nous avons mis en évidence que le bruxisme, l'interposition linguale et la déglutition primaire préopératoire étaient des facteurs de risque, jusqu'à près de 4 fois, de développer une myalgie post-opératoire après la chirurgie orthodontique. De la même façon, le fait d'avoir au moins une dysfonction orofaciale était un facteur de risque d'avoir un déplacement discal en post-opératoire.
Vous voyez ici, au niveau chirurgical, plusieurs façons de réaliser les ostéosynthèses. En bas, vous avez une ostéosynthèse qui est dite rigide, puisqu'elle est faite de façon bicorticale, avec des vis rétromolaires qui permettent de stabiliser le foyer fracturaire. Tandis qu'en haut, on utilise deux plaques avec des vis monocorticales, donc une ostéosynthèse qui est dite plus souple. Dans la littérature, bien qu'il n'existe pas de travaux ayant permis de prouver ce postulat, de nombreux auteurs craignaient que les vis bicorticales puissent générer des douleurs et dysfonctionnements temporomandibulaires post-opératoires dus à une modification de la position condylienne. Dans notre population, en comparant les personnes qui avaient un montage souple et un montage rigide, nous n'avons pas trouvé d'influence de l'ostéosynthèse sur la santé temporomandibulaire après 1 an de suivi. Au niveau génétique, 3 résultats majeurs. Le premier, c'est l'association de génotypes d'ACTN3 qui code pour une myopie fibrile musculaire avec la dimension sagittale et verticale. En d'autres termes, les patients qui présentaient un certain génotype d'ACTN3 avaient tendance à avoir une fermeture de l'angle mandibulaire et un rapport entre le maxillaire et la mandibule en faveur d'une rétromandibulie. Au niveau histomorphométrique, on voit que ACTN3 ne colore que les fibres de type 2, ces fibres plus puissantes mais plus fatigables. Et on voit qu'il existe une augmentation significative de la surface moyenne de ces fibres chez les patients qui ont le génotype CC 577R comparé au génotype TT. Un autre résultat génotypique, c'est celui de l'association des génotypes de NPP1, qui est un gène qui code pour la minéralisation osseuse, avec la morphologie condylienne. On a mis en évidence qu'il existait une association avec ENPP1 et la réduction de hauteur du condyle chez ces patients. Enfin, au niveau de la douleur, nous avons montré que le génotype muté AA du SNP du polymorphisme 2SR1, un gène qui code pour le récepteur alpha à l'œstrogène, était un facteur de risque de développer une aggravation douloureuse articulaire après chirurgie orthodontique. Pour conclure, on y est venu plusieurs fois aujourd'hui. On est venu plusieurs fois aujourd'hui à parler de la médecine de précision. Cette médecine de précision, elle est de plus en plus médiatisée, notamment avec le plan Obamacare. Et donc ces résultats, ils permettent d'identifier des facteurs de risque de développer une complication articulaire post-opératoire après une chirurgie qui est fonctionnelle, et surtout d'identifier des génotypes d'intérêt pour une médecine de précision. On peut par exemple imaginer utiliser de la toxine botulique A chez les patients qui ont un bruxisme nocturne ou qui ont le génotype muté du gène ACTN3. On peut également imaginer chez les patients qui ont un certain génotype du gène ESR1 utiliser de la kétamine intra-articulaire en post-opératoire. Et ça, c'est des voies de recherche pour la suite. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Alors, vous avez discuté... Ah, pardon. Qu'est-ce qui vous a guidé pour le choix des gènes d'intérêt que vous avez étudiés? À partir de quelle base vous avez... Alors, c'est l'analyse de la littérature. Il y a des gènes comme le gène ESR1, c'est un gène qui est beaucoup étudié dans les pathologies dysfonctionnelles de l'articulation temporomandibulaire. C'est un gène qui est connu pour la douleur. Et de la même façon, on a cherché un petit peu pour chaque gène. On a fait une revue de la littérature des gènes qui pouvaient être des gènes d'intérêt. Après, c'est un rapport entre le financement qu'on est prêt à mettre dans cette étude et puis le nombre de gènes qu'on est prêt à explorer. Et pour chaque gène, il y a un certain nombre de polymorphismes d'intérêt. Donc après, on est obligé de se limiter à ce qui nous paraît plus pertinent.
question annexe. C'est un problème de santé publique. Alors c'est un problème de santé publique. Il faut comprendre que la dysfonction temporomandibulaire, c'est 5 à 12% de la population française. C'est une pathologie qui est extrêmement mal prise en charge parce que mal enseignée notamment, et puis peut-être pas très attractive sur le plan chirurgical. Et la disproportion des mâchoires, c'est, on l'a dit, jusqu'à 20 à 30% de la population française. Et c'est une pathologie, si vous voulez, c'est un phénomène qui est de plus en plus traité chirurgicalement, parce qu'il y a l'essor de cette chirurgie orthognathique qui était mal connue avant. Et le lien entre les deux est assez important, puisqu'on a dit qu'il y a à peu près 25% de la population de patients qui a une dysmorphose dentosquelettique qui a une pathologie articulaire. Et par ailleurs, on peut être amené à générer chez les patients qui n'ont pas de dysfonction articulaire une dysfonction articulaire post-opératoire. D'où l'intérêt, c'est-à-dire quand on fait une chirurgie fonctionnelle, c'est d'ailleurs le même procédé en chirurgie du genou, j'imagine, on pourrait avoir exactement le même modèle, c'est se dire, je fais une chirurgie qui est fonctionnelle et il faudrait que je cible les facteurs de risque de développer des complications qui ne devraient pas exister dans une chirurgie fonctionnelle. Ça doit être, parce que là c'est le muscle masséter, donc le caractère de pompe. Et en fait, les autres muscles du même patient ont les mêmes caractères génétiques. Donc on imagine ça peut intéresser, vous l'avez évoqué. Exactement, oui, bien sûr. Après, le chirurgien de la paroi, enfin... Exactement, oui. Alors après, les muscles manducateurs ont une histologie, une histomorphométrie un peu particulière avec effectivement des fibres de type 2, des fibres de type 1 comme les autres muscles, mais après il y a d'autres composantes un peu plus spécifiques avec des fibres embryonnaires, atriales, etc. qu'on ne retrouve pas nécessairement dans tous les muscles squelettiques, mais effectivement c'est comparable, on pourrait imaginer le même process pour une autre articulation en fait. Ça peut peut-être servir dans la guerre de la chirurgie de la hernie. Peut-être que les douleurs sont liées à un peu le contexte génétique. Donc ça ouvre en tout cas des réflexions. J'aurais une question également à poser. Par rapport, est-ce que ces troubles de fonctionnement de l'ATM peuvent être dus au fait que les enfants sucent leur pouce, que c'est toujours quelque chose dont on parle, et quelle est la proportion de ces troubles, de ce type de troubles dans ces dysfonctions? Tout à fait. En fait, c'est ce qu'on appelle les dysfonctions orofaciales, ce qu'on a mis en évidence ici comme étant un facteur de risque de déplacement du disque articulaire en post-opératoire. Dedans, il y a la succion du pouce, il y a le port de la tétine. En fait, c'est des éléments qui sont dysfonctionnels et qui ont un lien avec les désordres de l'articulation temporomandibulaire. Ça, c'est assez connu dans la littérature. Merci beaucoup.